Bonjour à tous, je vous propose ici un voyage dans le sud-est des monts du Lyonnais, plus précisément sur la petite commune de Pomey, où se trouve un château médiéval intéressant à plus d'un titre. Je vous souhaite bonne découverte. Le château, aujourd'hui nommé de Saconnet, est une ancienne maison forte modifiée et raménagée par différents propriétaires au fil des siècles. Son origine remonterait du début du XIIIe siècle, mais les documents le concernant n'en font acte qu'à partir du XVIe. Nous savons que la seigneurie du lieu est droit de justice sur Pomey et les communes environnantes, c'est-à-dire Avez, Duerne et Saint-Martin-en-Haut, ce qui témoigne d'une relative importance. En 1550, c'est un certain Jean Delan qui en est le propriétaire et la bâtie porte le nom de maison forte de la Caraudière. Elle sera vendue en 1558 à deux frères du nom de Saconnet et subira plusieurs transformations et aménagements au fil du temps pour devenir le château de Saconnet tel que nous allons le découvrir aujourd'hui. Vous pouvez trouver plus de détails sur le site du château dont le lien est joint dans la description. Mais ce qui nous intéresse ici et que nous voulons vous partager, c'est l'étude de certains éléments qui peuvent nous interroger et attiser notre curiosité. Mais avant de développer, un petit tour d'horizon s'impose pour mieux se repérer et s'imprégner des lieux. Commençons par l'emplacement géographique. Précisons avant tout que la région est riche en vestiges de l'époque néolithique, ce qui témoigne d'une occupation antérieure multimillénaire. Vous comprendrez par la suite l'importance de ce détail. Nous avons par ailleurs réalisé 2 vidéos sur ce sujet, dont les liens sont aussi joints dans la description qui peuvent être complémentaires. Mais revenons au château et développons notre première énigme. Nous avons donc remarqué que la seigneurie d'origine étendait ses possessions sur une surface relativement importante. Il y avait de plus droit de haute justice sur ses vassaux, ce qui prouve un statut élevé. Pourtant, malgré les nombreuses possibilités liées à cette vaste étendue et donc à une relative aisance financière supposée, nous retrouvons notre édifice non pas au sommet d'une petite colline ou d'un crêt, pourtant si nombreux dans la région, mais adossé à une pente prémise d'un petit vallon où serpente un ruisseau. En effet, nous constatons vite qu'en ces lieux, si le dégagement visuel est acceptable en sud à 180 degrés, en nord, le niveau du crêt du vallon empêche toute surveillance car pratiquement aveugle, et le dénivelé de l'endroit rend difficile un aménagement de défense et de protection. Pour mieux visualiser cette situation, je vous propose une petite simulation. Pour ce faire, nous avons avant tout multiplié par 2 les dénivelés du relief. Puis avons positionné de nouveau notre étendard en point de repère. Ensuite, nous avons figuré la scène lors d'un lever de soleil pour obtenir une lumière rasante.
et avons remonté le temps de quelques siècles. Enfin, positionnons les 4 tours schématisées de notre maison forte pour mieux se repérer dans le paysage. À la vue de cette reconstitution virtuelle qui nous situe le château dans son environnement géologique proche, la première question est donc de se demander quelle est la raison qui a pu motiver le choix d'un tel emplacement. Dans la plupart des constructions anciennes et de prestige, la première opération consistait à positionner une pierre de base primordiale selon différents critères essentiels. La sécurité, dont dépendait le relief, la présence d'eau et des matériaux de construction à proximité, et enfin l'orientation en fonction des 4 points cardinaux. Ensuite, l'ensemble de l'ouvrage pouvait s'articuler autour de celle-ci. C'est la fameuse pierre angulaire utilisée depuis des millénaires et encore aujourd'hui de façon plus symbolique. Nous allons donc tenter de reconstituer cette étape. Pour ce faire, imaginons brièvement le terrain choisi désertique. Nous choisissons l'emplacement de cette pierre carrée au centre de ce qui deviendra la tour du Midi, prioritaire de par sa position plein sud. Disposés en losange, 2 de ces angles seront précisément alignés selon l'axe nord-sud. Les 2 autres angles nous donneront bien sûr l'axe est-ouest et le prolongement de 2 côtés de cette pierre, 2 axes placés précisément à 45 degrés entre ces 2 points cardinaux. Appliquons maintenant cette théorie à la caraudière et figurons tout d'abord l'axe nord-sud. Nous constatons de suite le mauvais emplacement de la tour nord. Puis traçons l'axe partant de la tour du Midi selon un angle parfait à 45 degrés. Comme il se doit, nous arrêtons ce segment à 40 mètres puisque c'est la distance relevée entre ces 2 tours. Alors là, il faut ouvrir une parenthèse et parler d'unités de mesure employées. Au XIIIe siècle et jusqu'en 1798, date où le mètre est officialisé, les unités de mesure sont très variées et disparates. Les plus fréquemment employées sont le pied valant 32,4 cm et la toise valant 6 pieds, soit 195 cm. Il semblerait que, pour leur mesure, les maîtres d'œuvre utilisaient entre autres une règle graduée parfois articulée valant 124,72 cm et une corde segmentée au cas par cas ou peut-être à 13 nœuds pour 12 segments. Quoi qu'il en soit, pour notre étude et pour simplifier, nous utiliserons le mètre qui, curieusement, fonctionne très bien. Mais ça, c'est une autre histoire. Bref, refermons la parenthèse et reprenons notre mise en place. Donc, nous avons déterminé l'emplacement logique de la tour nord-est qui ne correspond pas non plus à sa position actuelle. Projetons maintenant le segment nord-ouest, toujours à 45 degrés et toujours sur une longueur de 40 mètres pour respecter géométriquement un quadrilatère. Bon, toujours pas de correspondance avec la position actuelle de cette tour. Continuons avec le segment ouest-nord et refermons le carré parfait ainsi obtenu. Nous pouvons maintenant tracer l'axe est-ouest induit. Et figurons maintenant l'emplacement idéal des 4 tours. Alors pourquoi cette disposition parfaite dans ce quadrilatère n'a-t-elle pas été respectée, sachant que les bâtisseurs de l'époque en étaient tout à fait capables et que les écarts sont relativement faibles? En étudiant le problème, nous remarquons qu'il suffit de pivoter le carré sur l'axe de la tour du Midi de 4 degrés en sud pour fusionner l'angle du carré avec le centre de la tour sud-est. Et de fait, le segment sud-ouest vient s'aligner sur sa tour correspondante. Il nous reste alors à soustraire 5 mètres à ce segment pour obtenir 35 mètres, puisque c'est la distance actuelle entre ces 2 tours. Et nous obtenons ainsi une relation parfaite avec la tour sud-ouest. Après ce pivotement de 4 degrés de l'ensemble et cette translation d'un carré en rectangle, nous obtenons un schéma cohérent et harmonieux, mis à part la tour nord qui est en dehors de toute logique géométrique. Que s'est-il donc passé pour que celle-ci ait été bâtie en dehors de cette harmonie? De la construction primitive, il subsiste les emplacements des bâtiments d'origine qui nous permettent de valider une volonté de fermeture de l'ensemble sur 3 côtés.
Par contre, côté nord-ouest, il n'y a pas de vestige apparent qui pourrait confirmer une enceinte totalement close sur ses 4 côtés. Quel est donc alors l'intérêt de ces 4 tours massives si ce n'est une volonté d'intimidation et de protection complète de la propriété? Voici le détail des systèmes de défense implantés sur ces 4 tours. Nous notons que ces archères ou arbalétrières sont de petite taille pour être des meurtrières. Plutôt des ouvertures de surveillance, bien que leur disposition, en tout cas encore visible aujourd'hui, soit très disparate. Curieusement, certaines, de même facture, sont présentes sur la tour dite de guet datant pourtant du XIXe siècle. Alors sans doute ici pierre de remploi, réplique, en tout cas l'architecte d'alors avait le souci du détail. Nous notons aussi à la base de la tour du Midi une pierre encastrée qui aurait pu être une canonnière d'où pouvait tirer une coulevrine. D'ailleurs, il a été retrouvé dans le château des petits boulets qui auraient pu servir de munitions. Bon, en tout état de cause, il semblerait qu'une partie de ces aménagements défensifs n'ait plus grand-chose à voir avec le système primitif, à l'image de la tour et de la poterne du XIXe siècle, imitation médiévale en vogue à cette époque. Nous relevons sur l'historique du château disponible sur son site la présence d'une muraille en est, équipée de 7 meurtrières cruciformes de 1 mètre de hauteur qui a été détruite au XIXe. Certains écrits mentionnent la présence de douves ceinturant le château à sa création. Il nous serait intéressant de connaître sur quoi reposent ces informations. En résumé, difficile de se faire une idée sur les réels agencements défensifs créés à l'origine lors de la construction des tours et murailles de notre maison forte. D'autre part, comme nous l'avons aussi déjà signalé, la configuration du terrain avec son dénivelé actuel nous laisse perplexes quant à la façon dont l'organisation sécuritaire a pu être réalisée à cet endroit, surtout sur cette façade nord. Même si nous imaginons des terrassements successifs au fil des siècles, et nous imaginons qu'il y en a eu, le problème lié à une complète protection périphérique reste entier. Il s'agit d'une représentation de Notre-Dame de la Salette posée sur un ensemble de blocs rocheux dressés et scellés entre eux, d'où l'on peut discerner 3 petites cavités ou grottes. Merci à Bernard, natif de la ferme voisine, de m'avoir fait remarquer cette particularité. Nous signalons au passage que ce thème des 3 grottes est une symbolique sacrée chère aux prêtres lazaristes, connus des érudits pour leur savoir occulte. Mais là aussi, c'est une autre histoire. Nous remarquons que l'ensemble de ces pierres paraissent fort anciennes, et constatons que l'oratoire est blotti dans un renfoncement en arc de cercle, là où pourtant le terrain possède un dénivelé important ayant nécessité un mur de soutènement conséquent. Nous pouvons envisager que cet endroit précis a pu être un lieu de culte primitivement païen, puis christianisé et de ce fait préservé. Par expérience, sachant que les anciens bâtisseurs ne positionnaient rien au hasard, nous avons cherché des axes remarquables qui pourraient être en relation avec ce lieu. Ainsi, nous avons pu tracer une ligne étonnante passant au centre du bassin circulaire dans la cour du château. Puis l'avons prolongée en nord-ouest. Celle-ci se confond alors avec le chemin qui mène à cette façade, celui-ci possédant la même orientation. Mais encore plus surprenant, cette ligne vient se positionner sur une roche massive effleurante en bordure de ce chemin. Incroyable, ce rocher émergeant en bordure de la route, préservé malgré les travaux d'aménagement de voirie qui s'imposent au fil des siècles. Hasard diront les nombreux détracteurs, évidemment, à qui je fais remarquer que sa forme rectangulaire allongée s'oriente justement selon cet axe. Nous avions signalé l'importante présence de vestiges néolithiques dans le secteur. Cette roche avec celle christianisée dans le parc pourrait en être un nouveau témoignage. Nous remarquons dans la cour la présence de 2 bassins aux formes géométriques différentes. Nous avons vu précédemment que l'emplacement de celui circulaire avait une certaine importance puisque positionné sur un axe remarquable. De par cette singularité, nous notons qu'il n'est pas placé au centre de la cour comme le voudrait une certaine logique esthétique. En effet, si nous reprenons notre schéma au rectangle bleu défini à l'énigme 2 et que nous le divisons en 2 parties égales, nous pouvons déterminer un emplacement idéal.
Mais n'oublions pas que dans ce cas-là, il ne serait plus sur notre axe statut mégalithe du chemin. Il fallait donc bien que le centre de ce bassin soit précisément à cet endroit et pas ailleurs, et ceci malgré les conventions d'ordre esthétique. Intéressons-nous maintenant au bassin rectangulaire. Alors lui aussi ne semble pas idéalement placé et surtout mal orienté, à tel point qu'il semble pivoter par rapport à l'ensemble des constructions, rompant ainsi lui aussi une harmonie d'ensemble. Pourtant, nous mesurons que cette orientation est bien à 45 degrés, alors cherchons l'erreur. En fait, il faut se rappeler que c'est le château dans son ensemble qui est pivoté de 4 degrés selon l'axe est-ouest. Et c'est donc lui qui engendre cette disharmonie par rapport à notre bassin. Nous pouvons alors nous demander pourquoi ne pas avoir poursuivi ce décalage de 4 degrés lors de la mise en place de celui-ci, toujours dans notre logique esthétique d'harmonie d'ensemble. Pour tenter de trouver une raison à cette disposition, une fois n'est pas coutume, nous allons étudier les axes de cette pièce d'eau rectangulaire. Cette fois, ce sont les diagonales du rectangle figurées par ce bassin qui vont nous intéresser, et plus précisément celles en est-ouest. En effet, si nous prolongeons celle-ci en ouest, nous la retrouvons parfaitement alignée sur le sommet d'un ancien puits dont nous reparlerons. Notons bien que cette relation n'est possible que de par la position asymétrique du bassin. Puis nous la prolongeons en ouest cette fois. La droite passe au sommet de la tour nord-ouest, celle qui est censée être mal placée, c'est curieux. Dans ce cas, elle semble s'intégrer selon une certaine logique étonnante. Puis croise le sommet d'un autre puits du XVIIIe siècle situé dans l'angle d'une verrière extérieure au château. Mais ce n'est pas tout. Si nous poursuivons notre projection, nous survolons le sommet du Bois des Roches, distant de 1597 mètres. Souvenez-vous bien de ce nombre. Pour finir, remarquons que cet axe file tout droit vers le sommet du Mont Blanc. C'est certainement pas un hasard, mais là encore, c'est une autre histoire. Comme promis, revenons à notre vieux puits médiéval au toit de pierre qui semble occuper une position de référence importante. Tout proche de lui, de l'autre côté de la route, se trouvent des roches qui ont été positionnées de façon à organiser un massif décoratif. L'une d'entre elles est massive, en forme de bassin, une autre lui sert de socle, tandis que d'autres sont dispersées autour, dont 2 dressées. Bien évidemment, cet agencement à cet endroit est récent, mais nous supposons que ces pierres, ou au moins une partie, soient millénaires et faisaient partie d'un même ensemble qui marquait l'emplacement d'une source sacrée transformée plus tard en puits christianisé. Pour preuve, en reprenant notre règle virtuelle, nous avons projeté un autre axe en est à 90 degrés en partant du sommet de notre puits. Et nous nous arrêtons quelques kilomètres plus loin sur le centre d'un amas rocheux voisin d'une chapelle romane. C'est la chapelle Saint-Vincent d'Any, une des plus anciennes de la région Rhône-Alpes et qui possède une réputation de force énergétique considérable, puisqu'édifiée à la croisée de multiples réseaux telluriques et hydrauliques. Sans aucun doute, les roches à proximité témoignent là aussi d'un lieu sacré du néolithique lui aussi christianisé. La chapelle est d'ailleurs également en relation avec de nombreux autres sites dans la région, qu'ils soient païens ou chrétiens. Il n'est donc pas étonnant que notre axe solsticial croise ce lieu sacré, ce qui confère à notre puits une position de première importance. Et pour terminer, nous notons une particularité entre ces 2 derniers axes. Rappelez-vous, nous avions noté 1597 mètres entre celui partant de la source du puits médiéval, passant par la diagonale du bassin et arrivant au sommet du Bois des Roches, qui, nous le rappelons, abrite un sanctuaire du néolithique. Or, pour ce dernier axe, nous trouvons une distance de 15 976 mètres, soit le même nombre multiplié par 10. De toute évidence, ces sites sacrés sont positionnés et reliés entre eux de façon très précise et témoignent d'une science et d'un savoir perdu. Le château présente ses mailles à notre âge, est-il là par simple coïncidence ou pour témoigner de cette tradition du temps ?
Alors assurément, la maison forte de la Caraudière a été édifiée au sein d'une région hautement occupée depuis des millénaires, par les sages de l'époque néolithique, puis certainement par les druides celtiques, et malgré la répression romaine, un savoir sacré occulte a perduré sous le couvert de l'église chrétienne. Ceci pourrait expliquer en partie toutes ces relations remarquables. C'est pourquoi nous préparons une deuxième partie pour tenter de donner un sens à ce maillage millénaire emprisonnant notre château et à cette volonté occulte de conservation perpétuelle. J'espère en tout cas vous avoir donné l'envie de découvrir ou redécouvrir ce château de Saconnet et son environnement et avec un autre regard. Donc en vous remerciant de votre intérêt, je vous dis à bientôt.